Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anthony Babkin, je suis le cofondateur d'une asso d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days. Et je vais animer cette table ronde sur un thème génial qui est celui de l'entreprise juste. Je me dis que l'entreprise juste, ça va vous questionner, mais ça va aussi questionner nos invités. Alors je me suis dit, avant de commencer, il était important de vous donner quand même quelques chiffres que j'avais trouvés en ligne. C'est la Fondation Jean Jaurès et la Massif qui nous disent que depuis la crise sanitaire, il y a de vraies mutations dans les attentes des talents et des jeunes. Et c'est un chiffre qui m'a un peu marqué, 56% des jeunes sont à la recherche de sens et d'engagement dans leur vie professionnelle et dans leurs études. Un tiers d'entre eux déplorent le manque de prise en compte de la voix des salariés dans l'entreprise. Un tiers, c'est énorme. Et plus d'un tiers des jeunes considèrent que la préservation de l'environnement est un sujet prioritaire dans l'engagement des entreprises. Alors, pour être tout à fait direct, on va parler tout sauf la langue de bois. J'ai demandé à mes invités d'être les plus précis et les plus concis possibles dans leurs réactions face à vos questions, face aux interpellations. On va avoir ce qu'on appelle un sniper pour ceux qui suivent la conférence, les conférences depuis ce matin. C'est quelqu'un qui vient un peu nous remuer en termes de questionnement. Voilà, alors l'entreprise juste, est-ce que c'est une utopie? Est-ce que ça peut être une réalité? Comment ça se retranscrit aussi? Est-ce qu'on a des gens qui mouillent la chemise, qui font en sorte que leur entreprise soit plus inclusive, peut-être plus redistributrice? On a la chance d'avoir un panel d'experts et d'expertes. Donc j'ai Iman Bounou, que vous connaissez peut-être. Elle forme des grimpeurs, des grimpeuses. En un mot, s'il te plaît, Iman, c'est quoi grimpe? Bonjour à toutes et tous. Alors Grimpe, ça part du constat qu'en France, l'ascension sociale, c'est davantage une montagne qu'un ascenseur. On sera d'accord là-dessus. On ne prend pas un ascenseur qui, boum, nous ramène de la classe ouvrière au master, au doctorat. Au contraire, on monte une montagne qui est culminante entre difficultés économiques, sociales, entre différents freins. Et moi, j'accompagne ces jeunes-là qui viennent de milieux populaires dans leur scolarité et leur insertion professionnelle sur tous ces aspects que je viens de citer. Merci beaucoup, Iman. On peut l'applaudir. Nathalie Latour, vous êtes en charge de la fédération sur les questions de solidarité. Est-ce que je peux en un mot, qu'est-ce que c'est que cette fédération? La fédération, elle regroupe 800 associations dans le champ des solidarités. Donc, c'est pour tout l'accompagnement des personnes qui sont en situation, on va dire, de pauvreté et d'exclusion, donc principalement sur les questions d'hébergement, mais aussi beaucoup sur les enjeux d'insertion par l'activité économique. Magnifique. Et je vais finir par Madame la Ministre. Mais on peut applaudir Nathalie Latour également. Daniel, je vous en prie. Daniel, je suis directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est une banque coopérative et mutualiste, qui est entreprise à mission et qui a au cœur d'accompagner ses sociétaires et clients, mais également de construire d'une manière générale pour l'inclusion et contre toute forme de discrimination. Merci beaucoup. Et Madame la Ministre, on peut applaudir Daniel. Madame la Ministre, oh oui, on a applaudi pour vous, Madame la Ministre. Madame la Ministre, je vous présente Olivia Grégoire. Vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie et des Finances et en charge d'un portefeuille assez large qui regroupe à la fois les petites et moyennes entreprises, le commerce, l'artisanat et le tourisme. En un mot, votre mission? Et oui, même les ministres pitchent ici, Madame Grégoire. Non, mais je préfère pitcher que faire beaucoup de choses dans ma vie. D'abord, bonjour à toutes et à tous, plaisir d'être là. J'ai aussi l'honneur d'être la ministre des indépendants, des professions libérales, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Donc ça fait un gros bravo à l'économie sociale et solidaire, oui. Un gros portefeuille, ma mission, c'est à la fois d'accompagner les entreprises de toutes sortes, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient sociales, solidaires, vers le chemin de la responsabilité. Et on en parlera aussi de la création de richesses, certes économiques, parce que quoi qu'on en dise, c'est à l'origine quand même de l'entreprise, mais aussi de richesses sociales, environnementales. Et donc je suis ravie d'être invitée à ce débat. La première fois, c'était en 2020. Chapeau bas, je l'ai déjà dit l'an passé, mais ça grandit d'année en année. Et la question, elle est loin d'être vite répondue. Qu'est-ce qu'une entreprise juste? On a du boulot, et donc merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On peut applaudir Madame la Ministre également. Alors, moi j'avais envie de démarrer cet échange avec un petit quiz, vous mettre un peu à l'épreuve sur des questions qui concernent l'inclusion en particulier. Donc dans l'assaut d'égalité des chances que j'ai cofondé avec une femme qui s'appelle Mounira Hamdi, on s'est vachement questionné sur qu'est-ce que voulait dire le mot inclusion et surtout comment les gens... Ah, je vois qu'on montre les résultats déjà. Ah non, vous êtes déjà sur le... Ok, bon. Oui, je découvre le système en même temps que vous.
Il y a un QR code qui va s'afficher normalement, et donc je vais vous demander de pouvoir le scanner, et vous allez pouvoir répondre à mes questions. L'objectif, c'est de vous interroger sur les questions d'inclusion, de diversité et d'inclusion. J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Quel est le pourcentage de Français craignant d'être discriminés au travail? Est-ce qu'on est sur 0%, enfin 20%, pardon, 35% ou 50%? Alors c'est une étude qui date de 2021, qu'on a lancée avec PwC. Et l'objectif de cette étude, c'était de penser un peu plus le sentiment d'inclusion en entreprise et puis de voir aussi ce que finalement les salariés ressentent ou ce qu'ils aimeraient voir naître. Alors, je vois combien? 50%, 35%, des petits likes, des petits cœurs. Bon, je suis contraint de vous dire que la mauvaise nouvelle, c'est que c'est 50%. 50%, donc un salarié sur deux redoute d'être victime de discrimination en entreprise. Et alors quand on parle des discriminations, soyons clairs, il existe 25 critères de diversité et d'inclusion en France. Et donc, par définition, ces critères-là sont très divers. Ça peut être lié à son origine sociale, géographique, ethnique, ça peut être lié à son âge, ça peut être lié à son poids, à son handicap, à son orientation. Voilà. Deuxième question, et vraiment, je pense que vous pouvez vous applaudir parce que finalement, c'est un tout bon pour cette première question, même si j'aurais préféré que ce soit moins, évidemment. Deuxième question, quel est le pourcentage des actifs français souhaitant que leurs entreprises s'engagent sur des enjeux d'inclusion? Donc c'est inclusion au sens large, comme la lutte contre la discrimination, c'est-à-dire, voilà. Waouh, là je vois déjà que c'est très marqué. Bon allez, j'arrête le suspense parce que je vois que vous avez le nez creux. On est sur 86% des Français qui souhaitent que leurs entreprises aillent plus loin. Alors c'est pour ça que j'aime bien cette thématique de conférence parce que on va en partie avoir des éléments de réponse. Dernière question, après je ne vous embête plus. On passe sur cette question sur quel est le pourcentage d'actifs français ayant déjà vécu une discrimination à l'embauche dans le monde de la tech. Comme je vous le disais pour Diversity Days, qui est une asso d'égalité des chances, notre but c'est faire en sorte aussi que les nouvelles entreprises qui passent de 0-20 personnes à parfois 200, 300 en moins d'une année parce qu'elles lèvent des fonds, puissent avoir des vraies politiques de diversité et d'inclusion, ce qui n'est pas toujours le cas. Elles sont finalement un très faible pourcentage à avoir une vraie politique d'inclusion. Donc on essaie de les mener vers cela. Et j'ai la mauvaise nouvelle encore de vous annoncer que vous avez raison. C'est 39% des personnes qui ont rejoint le secteur de la tech qui ont vécu une discrimination à l'embauche. Ce qui doit nous questionner, n'est-ce pas, chers amis? Alors je vais reprendre le micro par là. Je vous invite à d'ailleurs prendre les micros en main parce qu'on va être le plus interactif possible. Je vous ai demandé, lorsque on s'est parlé, chacun d'entre vous, d'avoir votre définition de ce qu'est une entreprise juste. Et au-delà même de me donner votre définition, c'est sur quel pilier ça reposerait. Alors, honneur aux dames, qui veut démarrer? Moi, je vais bien démarrer. Une entreprise juste, on va dire déjà le préalable, c'est qu'elle puisse faire ce qu'elle dit. Ça, c'est quand même extrêmement important, même si on sait qu'on est dans un projet de transformation, c'est important d'être dans des actes et pas uniquement dans des questions de parole. C'est aussi, dans un contexte aujourd'hui qui change beaucoup, je dirais la définition, avoir conscience qu'on fait partie d'un écosystème et que l'économie doit être au service du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut absolument allier la question économique avec la transition écologique et la justice sociale, bien évidemment. Tout le monde le dit, mais comment on arrive à mettre ça en place et comment on le tisse? Et ça fait aussi partie de la question de l'entreprise juste. C'est quoi les trois piliers? De ce qu'on peut voir par rapport aux personnes qu'on accompagne, il y a vraiment un enjeu. Nathalie, rappelez-nous les publics que vous accompagnez sur la fédération. On accompagne forcément les publics qui sont exclus du marché du travail et qui aimeraient y être, ou les publics qui sont en insertion et qui aimeraient entrer, ou, et j'y reviendrai, des publics qui sont dans le marché du travail, mais qui parfois, même en étant dans le marché du travail, n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc il y a tout un pilier qui est vraiment sur la question du sens et de l'environnement de travail. On l'a dit, les conditions de travail sont absolument essentielles. On sait les impacts que ça peut avoir sur les questions de santé, sur les questions de rémunération, bien évidemment, sur les questions de recrutement. C'est la question de la participation de l'ensemble des parties prenantes. On n'a pas uniquement une catégorie de parties prenantes à prendre, mais l'ensemble des parties prenantes. Et c'est bien évidemment la place qu'on a dans son environnement, d'ailleurs qui peut être un environnement de proximité, quand on est sur les enjeux, encore une fois, de mobilité, d'accès au logement. C'est des choses sur lesquelles une entreprise juste peut se positionner.
Madame la ministre, j'imagine que ça vous parle parce que le sujet de la mesure, c'était aussi votre enjeu il y a encore quelques années. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. C'était une idée à la base aussi du mouvement Impact France sur l'Impact Score, c'est comment on mesure l'impact des entreprises pour éviter de rester justement dans le plaidoyer ou dans ce qui nous agace tous finalement, ce site incroyable qui nous donne envie presque de postuler et puis quand on rentre dans l'entreprise, badaboum, en fait c'est tout l'inverse de ce qu'on imaginait. Et on aura l'occasion d'en parler, on a encore beaucoup de boulot ensemble. Une entreprise juste, moi j'ai essayé de contribuer avec une définition. Pour être juste, il faut d'abord qu'elle soit une entreprise, sinon il n'y a rien. Et donc il faut qu'elle crée au choix, vous prenez le mot que vous préférez, de la richesse ou de la valeur ajoutée. La richesse, elle n'est pas forcément que matérielle et économique, elle peut être aussi sociale et immatérielle. Mais d'abord et avant tout, elle crée de la valeur ajoutée, elle crée de la richesse dans son intérêt particulier d'entreprise, dans l'intérêt de ses parties prenantes internes, notamment les salariés. Et à mon sens, c'est que cela ne se fasse pas au détriment de l'intérêt général, c'est-à-dire des enjeux qui nous concernent tous, parmi lesquels la cohésion sociale, l'environnement. Et donc une entreprise juste, c'est une entreprise qui sait défendre et pousser ses intérêts particuliers sans mettre à mal l'intérêt général et donc avancer en intégrant ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire ces externalités négatives et être de plus en plus capable de les chiffrer, de les mesurer et surtout de les publier. En effet, cette transparence aussi. Daniel, je crois que vous y êtes attaché. On a parlé aussi en amont de cet échange sur tous vos engagements. C'est quoi l'entreprise juste pour vous ? Ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Je rajouterai simplement, et je rebondis sur les propos de valeur ajoutée de Madame la Ministre, l'entreprise doit d'abord être performante. C'est déjà la première raison d'être de l'entreprise, c'est de créer de la valeur effectivement. Et ensuite, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle fait de cette valeur. Comment elle partage cette valeur, comment elle partage cette valeur en interne, comment elle la partage en externe, comment l'entreprise veille à permettre à ses clients d'arriver à concrétiser leur projet, comment l'entreprise veille à ce qu'en intérieur de l'entreprise, chacun puisse se développer. Le développement des collaboratrices et des collaborateurs est un point important. Les conditions de travail, la possibilité d'évoluer, les sujets de non-discrimination. Et puis bien entendu, à un moment, le partage de la valeur, c'est également celui de la rémunération. Alors puisqu'on parle de vouloir juste bien partager la valeur, dans notre groupe, chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nous avons pris une initiative très, très forte que nous avons annoncée début janvier dernier, qui est de créer un dividende sociétal. Nous consacrons 15% du résultat net consolidé du groupe, ça fait 525 millions d'euros cette année, à des actions d'intérêt collectif. D'abord dans un fonds d'investissement, un fonds à impact, pour soutenir des projets à fort impact écologique ou sociétal. Ensuite, sur des mesures de tarification vis-à-vis de nos clients, de telle sorte à pouvoir vraiment exprimer la solidarité, et notamment vis-à-vis des plus fragiles, ou pour faciliter les transitions, comme par exemple les transitions vers la mobilité douce. Et puis un dernier chapitre, qui est un vrai chapitre de mécénat, pour accompagner au plan local ou au plan national, bien sûr également au plan régional entre les deux, des actions. Et là, on a un budget de mécénat de 80 millions d'euros, ce qui est absolument considérable. On va être nombreux à venir vous voir, je pense. Beaucoup de monde vient nous voir. On vient de lancer un appel à projet pour financer des appels à projet pour la biodiversité. On a eu 540 dossiers. Bon, on ne va pas pouvoir répondre aux 540, quels que soient les montants en cause. Donc là, on choisit parmi ces dossiers. C'est notre fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui travaille sur ce point. Magnifique. Alors, quand vous allez ouvrir le volet social des appels à projets, il va falloir penser à Imen et moi. Imen, tu as monté le média Grimpe. Quand on parle de l'entreprise juste pour toi et par rapport aussi à ta communauté, qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que ça évoque ? Alors, la thématique initiale de la table ronde, on parlait de tension inégalitaire. Pour moi, si l'entreprise elle veut être juste, c'est déjà qu'elle évite d'être elle-même vectrice de ces tensions-là. Lorsqu'on rencontre une entreprise pour la première fois dans sa vie, en tant que chercheur d'emploi,
en France, on a 12-13 ans. C'est le stage de 3e. Et si en soi, ce n'est pas très déterminant sur votre carrière professionnelle, par exemple, moi je l'ai fait en pharmacie, j'ai rien d'une pharmacienne maintenant, c'est déterminant sur la vision que vous avez dans le monde de l'entreprise, sur la vision du marché du travail que vous avez et sur votre estime de vous et votre confiance que vous avez en vous. Dans ma classe, moi je viens du Mans, donc dans la Sarthe, d'un collège qui a été ZEP+, donc maintenant REP+, donc un collège plutôt en difficulté. C'est simple, on était dans des stages qui étaient dans des kebabs, dans des pharmacies, dans des garages, et on était à 200 mètres maximum de chez nous. Pourtant, on a tapé aux portes des banques, on a tapé aux portes de France Bleu, de MMA, de toutes les grosses entreprises qu'il y a au Mans, et c'était fin de non-recevoir. Ou pas de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse, on ne prend pas parce qu'on a déjà pris la fille de la dame de l'accueil, on a déjà pris ça, le fils on ne le dit pas. Et on ne le dit pas. Tu as juste un nom. Et ça, c'est quelque chose que tu vas avoir au long cours dans ta carrière. Donc une entreprise qui est juste, c'est une entreprise qui sait et qui comprend l'impact qu'elle a dans la vie des gens au long cours du stage de 3e au premier emploi. Moi, j'aime beaucoup, je sais pas, ça s'applaudit, non? Mon gros défaut, c'est que je ne suis pas très objectif, puisque j'ai poussé des noms de certains intervenants. On reste quand même copains tout le long de l'événement. Mais est-ce que c'est injuste de faire ça? Non. Bah justement, vrai, je pense que c'est juste. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est juste de combattre les injustices, n'est-ce pas? Bon, plus sérieusement. Chers amis, je vais appeler celui qu'on appelle notre sniper. Alors, vous en faites pas, il est plutôt gentil, même si le mot fait un peu peur. Il s'appelle Hicham. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Hicham. Salut. Bonjour à tous. Viens, rapproche-toi Hicham. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hicham, c'est un grand entrepreneur qui a créé une boîte qui s'appelle Kunto. Et donc là, je vous demande de sortir votre téléphone, d'aller dans Google Play ou de ce que vous voulez, et vous téléchargez Kunto, qui est une application qui sert à quoi? Eh bien, pour faire assez simple, un Kunto, c'est une application de sport et nutrition qui adapte ses contenus en fonction de plusieurs vulnérabilités, donc pour des personnes à capacité réduite, en situation de handicap, malades ou même pour des personnes valides. Magnifique, ça s'applaudit aussi. Hicham, on s'est rencontrés en 2021 dans un programme Diversity Days à Évry-Courcouronnes. Depuis, tout le monde parle de Kunto. À la veille de Paris 2024, on vous voit absolument partout. Donc ceux qui ont des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité dans leur entourage et qui doivent faire du sport, comme moi, eh ben, je vais télécharger l'application tout à l'heure. Cher Hicham, tu as une question pour interpeller nos invités. Dis-nous tout. Oui, avant toute chose, j'aimerais parler aujourd'hui de discrimination positive. On fait tous plusieurs constats. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement met en place plein d'actions pour mesurer l'égalité homme-femme en entreprise, pour obliger les entreprises à recruter des personnes en situation de handicap, pour réduire la discrimination à l'emploi des personnes issues de QPV, par exemple. Mais est-ce pas déjà un aveu que l'entreprise juste est une utopie? Mais pour cela, on va répondre à une question. Aujourd'hui, on sait aussi que certaines entreprises préfèrent payer des amendes plutôt que de recruter des personnes en situation de handicap. Donc ma question est très simple. Quelles sont les actions qui seront mises en place pour être efficaces, pour s'assurer que les mesures législatives, par exemple, soient réellement appliquées en entreprise ou dans la société? Voilà. Merci Hicham. Qui souhaite se lancer? Je peux, hein. Nous avons 75 000 salariés dans le groupe. Aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas le quota réglementaire de personnes en situation de handicap. Donc le sujet est de savoir comment on le traite. Alors d'abord, on sait que 80% des handicaps ne sont pas visibles. On sait que 61% des personnes en situation de handicap ne déclarent pas leur handicap. Alors que faire? La première chose à faire, nous semble-t-il, c'est mettre en confiance. Mettre en confiance, c'est pour cette raison qu'on a créé 30 responsables répartis sur le pays, handicap et inclusion, qui doivent aller au contact, qui doivent être des gens qui peuvent entendre les personnes en situation de handicap qui ne se sont pas encore déclarées à ce qu'elles le fassent. Ensuite, dans le process de recrutement, bon là, ça doit être très clairement, et chez nous c'est vraiment le cas, un principe de non-discrimination totale. Et puis ça passe aussi
par l'aménagement des postes de travail, l'aménagement à l'accès. C'est parfois compliqué, notamment lorsqu'on est dans des réseaux, hein, comme nous. Hein. Nous avons plusieurs milliers de points de vente sur le territoire français, mais c'est une démarche de fond que nous devons faire. Alors, on n'est pas du tout arrivé encore au bout de cette démarche. Je ne suis pas satisfait des résultats, mais nous devons continuer absolument dans cette voie en travaillant en confiance avec les salariés et pour mettre les salariés en confiance par rapport à nous. Un salarié en situation de handicap doit comprendre que ce n'est pas à cause de cela qu'il sera discriminé. Très bien, merci Daniel. Madame la ministre, vous vouliez réagir ? Oui, je veux réagir parce que je vous l'ai dit, c'est pas parce que c'est pas dans mon périmètre que c'est pas un sujet vous concerne pas et que j'ai dans ma chair. Donc merci d'être là et je vais m'exécuter et télécharger Kunto. On a encore énormément de boulot. Je partage avec vous 2-3 chiffres quand même parce que c'est le fait des entreprises et peut-être un peu de l'action de l'État. On a quand même en 2022, c'est une partie de la bonne nouvelle. Encore une fois, ça ne masque pas le tableau. Mais on a atteint un taux de 12%, le plus bas niveau depuis des années en matière de taux de chômage des personnes handicapées. Je veux donc dire que quand il y a une politique économique vraiment au service du travail avec les entreprises, on arrive à améliorer ces scores d'employabilité des personnes handicapées. Au moment où on se parle, c'est un peu plus de 8% des demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap. Et avant de parler boulot, vous l'avez bien dit Iman, il faut aussi parler de l'école. Entre 2004, 2005 et 2022, en 15 ans, on a fait x4. On avait à peu près 135 000 élèves en situation de handicap. On est aujourd'hui à 450 000 élèves accompagnés dans les établissements. Donc la scolarité est plus vaste et l'intégration des personnes handicapées dans le milieu du travail est quand même un peu meilleure, même si on a encore énormément de boulot, qu'il y a une quinzaine d'années. Je risque de vous surprendre, mais c'est Olivia qui vous répond et c'est pas la ministre là. D'abord, il y a un truc qu'on dit aux États-Unis que j'aime beaucoup, qui est « practice what you preach ». Franchement, déjà, il faut que l'État s'applique à lui-même ce qu'il demande aux boîtes. Je pense qu'on a beaucoup de chemin et qu'il faut que l'État soit plus offensif et embarque beaucoup plus de personnes en situation de handicap. Je le dis pour Bercy, je le dis pour moi, je le dis pour Bruno qui était là avant. Vous voyez, par exemple, c'est pas un secret parce qu'il y a beaucoup de monde, mais quand on constitue son cabinet ministériel et qu'on recrute des collaborateurs, aujourd'hui, vous ne pouvez pas recruter certains collaborateurs si vous n'avez pas le quota de parité. Vous avez un garçon très brillant et une jeune femme très brillante. Si vous avez votre quota parité qui est au taquet, votre choix se fera naturellement en genre sur la jeune femme. Personne ne m'a posé cette question sur les personnes en situation de handicap. Et je pense qu'on aurait dû me la poser. Donc d'abord, je pense qu'on doit s'appliquer à nous-mêmes, en tant qu'État, en tant que gouvernement, en tant qu'administration, ce qu'on recommande aux entreprises. Parce qu'on a beau jeu, et après les entreprises nous disent « oui, vous êtes gentils, mais vous ne le faites pas vous-même ». Et elles ont raison. Donc d'abord, on doit considérablement améliorer les choses dans l'État. Par ailleurs, ouais, merci, pas pour moi, mais pour tout le monde, on doit faire un truc. Par ailleurs, j'ai vécu dans ma chair des DRH il y a 15 ans, l'UEDD n'existait pas, qui m'ont dit droit dans les yeux, et mesdames, vous le savez comme moi, souvent il y a un combo. On en est où des femmes, on en est où des handicapés, hein? On ne parle pas des femmes handicapées. Hein, non mais c'est vrai, et c'est... Moi je suis une femme avant d'être une ministre, c'est toujours les mêmes sujets. Et donc... j'ai vu des DRH de grandes boîtes me dire droit dans les yeux, il y a 10 ans, on va payer l'amende parce que le rapport investissement, aménagement de l'interne de la boîte, aménagement du poste de travail, etc., c'est beaucoup trop de complications. Moi, je pense que les amendes, en fait, il faut peut-être se poser des questions. Si en fait tu payes et tu peux avoir jusqu'à, je crois, 1500 heures de SMIC, d'amende, voire des poursuites pénales, si tu discrimines des personnes handicapées de façon avérée, en fait, il y a quand même beaucoup de boîtes qui se disent le rapport amende versus ennui qu'on va avoir à intégrer ces personnes, on va payer l'amende. Et il y a très peu de publicité, de médias qui causent de tout ça. Et donc moi je pense qu'il faut aller... Et d'ailleurs, ça rejoindra nos débats justes-injustes sur l'entreprise,
Je pense qu'il faut peut-être beaucoup plus et peut-être créer des choses. Avec vous, ici, vous êtes créatifs. Par exemple, il y a le Best Place to Work. Pourquoi il n'y aurait pas un Best Place to Work handi français, où on porte au nu des boîtes qui font des efforts réels et où on flingue, pour le dire simplement, des entreprises qui ne veulent pas bouger. Et je pense que carotte, bâton, on appelle ça comme on veut. Si on ne promeut pas plus, mais tous ensemble, les médias, l'opinion, les influenceurs, tous, les salariés, les politiques, les entreprises qui sont responsables, et si on ne pointe pas plus les entreprises qui, chaque année, depuis des décennies, préfèrent payer les amendes, on n'y arrivera pas. La seule chose qui me donne un peu d'espoir, c'est que le chemin du reporting sur lequel on est, les textes qui sont votés, ce qui sera appliqué d'ici quelques années, que vous connaissez bien ici, avec l'extra-financier, avec CSRD, etc., bah, dans l'ESG, vous le savez comme moi, il y a l'ES. Dans l'ES, c'est le social. C'est une bonne nouvelle et pour nous les femmes et pour nous les handicapés, parce qu'il va falloir cracher de la donnée brute. Et il y a un moment, tu ne pourras plus te cacher derrière « si, on a fait un programme en 2021 pour aider une association de personnes handicapées ». Il nous faudra des résultats bruts d'intégration et de réalité d'employabilité des personnes handicapées. Est-ce qu'on est obligé d'attendre jusqu'à 2027 ? C'est pas sûr. Merci Madame la Ministre. C'est un sujet qui me met colère souvent parce qu'il y a souvent un gap, et vous le savez, un énorme fossé dans l'engagement entre ce qui est dit en matière de décarbonation, ce qui est fait, ce qui est dit en matière actionnariale, ce qui est fait. Pour les personnes handicapées, je pense que voilà, moi j'ai eu l'honneur d'accompagner 30 ans de vie d'une personne handicapée. On ne mesure pas. Et le combat, il commence quand tu te réveilles. Et je trouve qu'on a beaucoup de boulot encore. J'avais envie de rebondir avec un chiffre qui m'avait interpellé sur cette rentrée des classes. Il y a 25% des enfants en situation de handicap qui n'ont pas de rentrée et qui n'auront pas une seule heure de scolarisation. Donc on voit qu'à défaut même de l'employabilité des personnes en situation de handicap, il y a aussi finalement le quotidien des aidants, etc. Enfin, qu'est-ce que l'entreprise peut faire? Vous avez envie de réagir, mesdames, sur cette question? Peut-être un point rapidement, puisque pour ma part, je souscris parfaitement à ce qui a été dit sur l'enjeu de la question de la communication, surtout quand on fait des choses, encore une fois, qui permettent d'avancer et de montrer que c'est possible, parce que cette question de la pédagogie, il faut toujours carotte, bâton, mais la question de la pédagogie, et c'est peut-être un des écueils, c'est-à-dire que souvent on prend des textes de loi, mais la politique publique ne se donne pas les moyens d'accompagner, c'est-à-dire on fait, mais ensuite le comment ça va se faire, c'est plus compliqué. Et encore une fois, ça repose sur nous tous, hein. C'est pas uniquement la question de l'État, même s'il y a des mesures d'investissement qui doivent être prises aussi pour être accompagnées. Ce que je veux dire sur la question de l'école, c'est extrêmement important, parce que quand on regarde dans l'Observatoire des inégalités, on va dire il y a vraiment la double peine, la double difficulté pour les personnes qui sont en situation de handicap quand elles sont aussi en situation de précarité, parce que les personnes handicapées qui sont moins diplômées sont celles qui, bien évidemment, sont les plus exclues du travail, ou alors qui ont les conditions de travail les plus complexes. Donc ça, c'est des choses, par exemple, que nous, on fait aussi beaucoup en partenariat avec les associations, parce qu'il y a des enjeux extrêmement croisés et qu'on retrouve toujours cette question de ça va être dur, la stigmatisation, on n'est pas en capacité, ça va être que des problèmes, etc. Alors que quand on agit concrètement, on se rend compte qu'en fait, tous les problèmes qu'on a, ils sont très souvent dans la tête et pas dans la réalité de ce qu'on peut mettre en place avec les publics. Merci beaucoup. Iman, vous vouliez rebondir? Je souscris évidemment à tout ce qui a été dit, et peut-être pour clôturer ce sujet des quotas, ça montre en tout cas l'importance des quotas, parce que sans ça, et si même avec ça, nous n'arrivons pas à avoir de la parité, à avoir de l'inclusion des personnes en situation de handicap et de toutes les discriminations que tu as citées, Anthony, tout à l'heure, si on n'arrive pas, mais sans quota, comment on ferait? Et il faut être courageux et le dire et nommer les choses. Alors, on a du mal à dire, voilà, le handicap, le fait d'être une femme, le fait d'être une personne qui vient d'une ethnie différente, le fait d'être LGBTQ+, c'est quelque chose qui est un handicap dans notre vie professionnelle. Et il est important de garder cette culture des quotas qui montre quand même un certain nombre d'avantages. Si Madame la Ministre souscrit, on est tout à fait alignés. À titre personnel, je parle beaucoup d'intersectionnalité parce que souvent on adresse les sujets de manière un peu unilatérale, et en fait on peut être une femme en situation de handicap, venir d'un quartier, être lesbienne ou autre, et en fait c'est vrai que malheureusement la France classe. J'avais envie de répondre à ta question, Hicham, aussi. J'ai signé avec l'ASSO une tribune qui a été lancée par Content Square il y a
3 mois sur l'accessibilité numérique. C'est vrai que lorsqu'on pense handicap, le cliché veut qu'on pense souvent accessibilité physique, fauteuil, alors qu'on sait que c'est presque une minorité par rapport à toutes les typologies de handicap. Je ne vais pas tous les citer, mais de la neurodiversité en passant par une personne malvoyante, sourde, aveugle, peu importe. Et donc, il est important de se dire qu'aujourd'hui, à peine 10% des sites en France sont accessibles, dont les sites d'État, où je ne vais pas citer de chiffres parce que c'est encore pire. C'est pas une blague du tout, en fait, c'est pas rigolo du tout, mais il y a eu un comité interministériel du handicap, je ne sais pas si vous y étiez, vous vous souvenez du jeune homme qui est intervenu, qui était charmant, qui était malvoyant, et qui, devant le président de la République et toute une flopée de ministres dont j'étais, a dit que ce raout était super, mais qu'en attendant, le site même sur lequel on avait mis les propositions du comité interministériel handicap n'était pas accessible aux malvoyants. Enfin, donc là aussi, practice what preach, si même les sites d'État ne sont pas tous accessibles, enfin, il y a un vrai sujet. Et donc avant même de se dire est-ce que la porte d'entrée, parce que je suis en fauteuil, est accessible ou quoi que ce soit, est-ce que la personne déjà qui a une déficience visuelle ou quoi que ce soit va pouvoir accéder à un site? Et donc il y avait une mesure qui était, enfin une recommandation qui était portée collectivement avec pas mal d'acteurs de l'ESS qui proposait, Madame la Ministre, d'imaginer que dans les formations au numérique, qui est quelques heures qui soient dédiées à l'accessibilité numérique pour que la nouvelle génération de développeurs n'ignore pas ce sujet lorsqu'elle développe un site. Moi, je la trouvais plutôt chouette, cette mesure, et pas très compliquée à adopter. Non, et donc, je me dis, voilà, à suivre. On va regarder. Il y a un sujet aussi qui est important pour les sportifs, et je fais un peu de teasing parce que pour le coup, le handicap, soit tu le prends par la main et tu te bats, soit c'est de la poésie. Je vous donne un exemple. Il y a 560 000 dans notre pays, ce qu'on appelle ERP5. C'est bien technocrate, ça. C'est des établissements recevant du public. Pour le dire autrement, c'est les commerçants, les artisans, toutes les boutiques que vous avez dans tous les centres-villes, dans les rues piétonnes, sans oublier les bars, les restaurants, les hôtels. Bon. L'immense majorité de ces établissements commerciaux ne sont pas accessibles. Mais l'immense, quand je dis l'immense, c'est plus que les chiffres qu'on a vus au début. On est à plus de 80%. Quand vous dites c'est un travail de nous tous, pour le coup, oui, il y a quand même des lois qui ont été votées, notamment par le président Chirac en 2005. On est quand même en 2023. Tu as quand même 500 000 établissements recevant du public dans ce pays, qui pour l'immense majorité d'entre eux ont préféré aller demander une dérogation au maire ou au préfet plutôt que de faire les travaux. Donc ça, c'est un gros impensé, c'est un tabou, c'est un truc dont on ne cause pas. Sauf que quand il y a le monde entier qui va venir en France, à commencer par des athlètes et des athlètes paralympiques, et la France a beaucoup d'espoir de médailles en la matière, il y a quand même un sujet de comment on accueille aussi des touristes, puisque j'ai l'honneur de m'occuper des touristes, qui ont des problèmes d'accessibilité. Je tiens quand même à vous dire que l'État va mettre, dans l'année qui vient, par exemple, 300 millions d'euros, par exemple, pour prendre à sa charge une partie des travaux pour que les commerces, les bars, les restaurants soient accessibles. On trouve ça bien, on trouve ça pas bien. Il y a un moment, si on veut que ce soit fait, il faut mettre la main à la poche. Mais ça veut aussi dire une chose, de la responsabilité des acteurs économiques. On en est quand même à un moment, et je vous le dis d'autant plus que j'ai poussé un fauteuil pendant des années, et où en 2005, je le disais déjà, où mettre une rampe d'accès, franchement, ça ne coûte pas 10 000 €. Ça permet d'accueillir les handis et accessoirement les personnes âgées qui ont des déambulateurs et les mamans qui ont des poussettes. Ça fait 17 ans que je parle dans le désert. On va mettre 300 millions d'euros pour pouvoir payer des rampes d'accessibilité. J'en peux plus, moi, des campagnes. Pardon, on doit parler d'entreprise, je sais, mais les campagnes changer de regard, je n'en peux plus. Arrêtons, tu vois. Ça suffit. Mettons cet argent public des campagnes changer de regard sur le métro, sur la SNCF, parce que prenez un train avec une personne en fauteuil ou un malvoyant, rien n'est pensé. On a tout à faire. Et les grandes campagnes de com là-dessus, Dieu sait si j'aime ça, la communication, mais changer de regard, c'est pas le regard qu'il faut changer, c'est tout le reste. Pour pas refaire toute la campagne, changer les gares, les gars. On applaudit Hicham, merci beaucoup pour l'interpellation. Ouais, changer les gars. On peut que souscrire à vos propos. Est-ce que ces 300 millions dont vous parlez vont être engagés ou c'est un souhait de votre part? Parce que Non. Alors, c'est engagé, c'est Bleuy à Matignon. Ça marche. Non, c'est surtout que j'aurai besoin de vous parce qu'on va lancer une grande campagne pour dire aux restos, aux commerces, aux magasins, demander l'aide pour devenir accessible. Donc,
Il y a un moment, quand l'État met de l'argent, le seul truc qui bloque, c'est si les acteurs économiques ne vont pas le chercher pour mettre en place ces rampes d'accessibilité. Magnifique, très bonne nouvelle. Écoutez, on continue. Merci à Hicham à nouveau d'être venu nous interpeller sur le sujet du handicap. Et on voit que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Sur le sujet de l'accessibilité numérique, je vous enverrai tout le matériel pour voir s'il y a quelque chose à faire. J'y crois beaucoup. Je pense que l'accessibilité commence par là. Déjà, si on a accès à l'information. Iman, je vais commencer par toi parce que l'accès à l'information, c'est quand même ton dada. Grimpe, tu l'as lancé quand? En 2019. Et c'est combien de personnes qui te suivent maintenant sur les réseaux? Plus de 100 000. Plus de 100 000? Plus de 100 000, et c'est quand même majoritairement des jeunes boursiers. Et alors, tu dis que tu leur parles comme une grande sœur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, de mon propre parcours, et peut-être que certains se reconnaîtront ici, moi, je viens d'une famille d'ouvriers où j'avais pas forcément de grandes sœurs, de grands frères, et même dans mon quartier, il n'y avait pas forcément de modèle de personnes qui avaient fait des études. Donc quand j'ai débarqué à Paris à 17 ans, je savais pas trop quoi faire, quoi. Je savais pas trop ce que je pouvais faire comme métier. J'ai fait la même fac que ma cousine, qui était mon modèle. J'ai fait la même licence qu'elle, et c'était ça passe ou ça casse. Et fort heureusement, c'est passé. Mais c'est vrai que ne pas avoir de modèle, ne pas avoir de personnes qui vous tiennent par la main et qui vous disent, voilà, ça existe, ça existe, parce que malheureusement, et ça, bon, vous le savez mieux que moi, mais c'est vrai que la communication publique, parfois, ça peine un peu à toucher les jeunes et à se faire comprendre. Donc voilà, je les aide sur ces aspects-là parce que, en plus, la désinformation, c'est une conséquence des inégalités, ça va les créer. C'est une conséquence parce qu'on n'a pas les informations, parce qu'on n'est pas dans les réseaux pour les avoir. Et comme on n'a pas ces informations-là, on ne va pas avancer au même rythme que les autres. Donc ce travail-là de médiation, de vulgarisation, de démocratisation, il est hyper important. Exactement. Je pense que tu vas avoir une proposition de job par la ministre avant la fin de la table ronde. Non, mais tout se regarde. Hein. Elle vient d'être embauchée. En plus, c'est une jeune femme, donc je vais remplir mes quotas avec plaisir. Je ne suis pas sûr que ce soit son rêve et je le comprends. Non, mais majeur ce qu'elle dit. Mais 2027, elle pourrait être candidate. L'information, premier vecteur de discrimination. Je ne suis pas une fille d'ouvrier, mais mes parents n'avaient pas fait Sciences Po. Heureusement qu'une prof en 4e m'a dit « Cocotte, il y a un truc qui s'appelle Sciences Po », parce que sinon, c'est pas mon père qui avait rien foutu et qui n'avait pas son bac qui allait m'en causer. Ouais. Et l'autre problème qu'a pas dit Iman, c'est que, mais peut-être que vous avez des exemples, le nombre de jeunes qui se dépatouillent, en partie grâce à des intermédiaires comme vous, pour savoir qu'il y a telle ou telle école qui fonctionne, qui rentrent dans l'école, qui sortent de l'école diplômés et qui après se retrouvent bredouilles parce que discrimination du nom, de la provenance géographique, etc. Donc il y a aussi un enjeu que certaines boîtes prennent en main qui est aussi de mentorat, de parrainage. Quand j'avais votre jeune âge, j'avais monté un truc qui s'appelait Courte Échelle aux Gazelles. J'avais remarqué qu'un certain nombre de nanas dans les quartiers, elles avaient le diplôme. Mais une fois que tu as le diplôme et que tu vas avoir une entreprise de mode ou que tu vas avoir... Si tu connais personne, si tu n'as personne pour te mettre un peu de vent dans le dos, le fameux réseau, t'as beau être bac plus 5, et le nombre de jeunes qui le sont dans les quartiers, il y en a. Mais si tu n'as pas un peu de voile dans le dos au moment d'arriver dans la boîte, on ne te prend pas. Magnifique. Je vois qu'il y a une vraie cohésion là. On va faire un café tous ensemble après, parce que je sens que le public est réceptif, que là il y a une bonne cohésion. Il y a une soirée, hein, n'oubliez pas, ce soir. Plus sérieusement, dans les grimpeurs et grimpeuses, parce que c'est comme ça que tu les nommes, yes. Est-ce que tu les interrogeais sur, je sais pas, des recommandations, ou toi une recommandation, des choses que tu as envie de porter avec eux? Ma question est toute simple, c'est quels sont les actes forts aujourd'hui que l'entreprise peut prendre pour faire en sorte de faire avancer cette justesse dont on a parlé? Alors c'est parfait parce que ça rejoint ce que vous étiez en train de dire. Je me suis fait une réflexion, je vous raconte ma vie, pardon, dans le RER. Donc moi je viens du Mans, je suis venue du Mans aujourd'hui, enfin j'habite à Marseille maintenant, bref. Et je me disais, à la ligne de départ, on était tellement, moi dans mon collège on était tellement, et ils n'étaient pas plus intelligents, enfin j'étais pas plus intelligente qu'eux, j'étais pas plus brillante qu'eux, on était tellement, pourquoi je suis seule là? Pourquoi de tous les speakers je suis la seule qui a... La vingtaine, j'ai 24 ans, pourquoi je suis la seule? Peut-être. Soyez pas désagréable. T'es pas seule, il y a plein d'autres jeunes qui viennent des quartiers. Oui, mais pourquoi je suis seule sur scène alors qu'il y a toutes ces énergies-là incroyables? Et je le vois avec ma communauté, des gens qui font des choses merveilleuses, des gens qui ont des travails géniaux, mais qui peinent encore à se visibiliser. Et ce que je disais en préambule quand j'ai commencé mon intervention, c'est la nécessité que l'entreprise comprenne au long cours l'impact qu'elle a dans nos destins, donc du stage de 3e au recrutement des stagiaires, au recrutement des alternants, au premier emploi. 4%, c'est le nombre d'étudiants en master qui viennent de familles d'ouvriers. 4%. Et nous, les entrepreneurs, on adore les histoires de « il est parti de rien, dans un garage, il est devenu la resta de l'entrepreneuriat ». Mais 4%. Donc c'est-à-dire qu'au moment où ils ont leur diplôme, ils n'ont... Une offre d'emploi peut déterminer
toute la suite de leur carrière ou au contraire peut les faire rester à leur situation d'enfants d'ouvriers et de précarité. Donc ça, c'est important que les entreprises elles le prennent en compte dans leur recrutement. Et moi, c'est là maintenant que je donne je suppose ma proposition, en tout cas que vous allez voter ou non, c'est que les grands groupes, dans leur recrutement de stagiaires et d'alternants, mettent des quotas de boursiers. Il faut savoir qu'un groupe comme EDF, c'est 10 000 alternants par an. Donc si, et ils le font d'ailleurs, ils ont un objectif de 1 alternant sur 3 qui vient d'une QPV ou d'une zone rurale. Si tous ces grands groupes-là, EDF, Allianz, Crédit Mutuel, qui le fait d'ailleurs, le font, vous imaginez le nombre de destins que ça va pouvoir changer. Voilà. Ouais, on est pleinement engagé dans ce recrutement d'alternants. 41% qui viennent de quartiers vous entend prioritaires. Pas. Daniel, vous avez un chiffre, ça? Combien de pourcentage? 41% d'alternants qui viennent des quartiers prioritaires de la ville et de zones rurales. Et parce qu'on a vraiment mis l'accent là-dessus, c'est parce qu'on a investi là-dessus, on s'est fixé ces objectifs. C'est pas venu tout seul. Il faut vraiment s'impliquer et puis il fallait que nos équipes de ressources humaines soient impliquées également dans ce domaine-là. Mais on peut le faire, et même dans une grande entreprise. Il n'y a aucune raison. Exactement. Je demanderai après à Iman et d'autres. Merci. On a un super public, en fait. Les UED, c'est quand même au-dessus de la rêve, quoi. Non, vous trouvez pas? Je trouve. Hein. La ministre m'entendait pas, donc c'est bien. Juste, je vais prendre des questions au vol. Ça y est, le café a commencé, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. On va pas les déranger. Vous voulez qu'on fasse une pause? Je regarde vos questions en même temps. J'ai l'impression que donc c'est Anonymous qui nous a écrit. J'imagine que c'est la traduction d'anonyme, s'il en est mal. Qui propose d'augmenter l'amende pour les entreprises qui ne respecteraient pas les quotas d'inclusion salariés de personnes en situation de handicap. Vous en pensez quoi, Madame Grégoire? Moi, j'aime bien l'équilibre. Donc, augmenter les amendes faciales, hein, parce que en fait, je crois que c'est en équivalent horaire de temps de travail. Donc, moi, j'irais plus sur un truc plus virulent, ce qui a été imaginé d'ailleurs sur l'égalité femmes-hommes, que d'ailleurs je rendrais aussi plus virulent en attendant pas 3 ans. Mais je partirais sur un pourcentage de la masse salariale, ce qui fait souvent mal, ou sur un pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui fait encore plus mal. Mais je crois à l'équilibre. Et donc, je pense qu'il faut taper plus fort ceux qui nous prennent pour ce que nous ne sommes pas, pour rester polis. Mais j'aime bien aussi promouvoir ceux qui font le job. Donc, je voudrais augmenter l'amende, mais je trouverais intéressant qu'on réfléchisse, et c'est une porte ouverte, mais à un classement ou une sorte à la best place to work, accessibilité, pour promouvoir aussi les boîtes responsables qui font des choses bien, toujours dans cet équilibre. Il faut un levier d'entraînement, en effet. Et puis, je mentionne l'AGFIP. Moi, j'ai la chance qu'ils soutiennent ce qu'on fait. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont soutenues, des programmes aidés et qui aident des gens à retrouver un emploi. Nous, on a un programme qui s'appelle Déclic numérique qui a aidé beaucoup de gens à se reconvertir. Et en effet, quand déjà l'employeur est dans une posture d'écoute, d'analyse du CV, de vouloir vraiment rendre accessible le job ou voilà, avoir une lecture différente du CV, déjà on y gagne. Donc je pense que formons abondamment, moi si j'ai une proposition à faire, c'est formons abondamment aussi tous les collaborateurs aux pratiques non discriminatoires, à faire tomber nos billets, puisque le handicap est encore très stéréotypé. En effet, on peut préjuger de quelque chose. Donc si on n'a pas été, comme vous, Madame la Ministre, à avoir été aidant ou quoi que ce soit, on peut se retrouver à avoir des comportements maladroits, des choses qui font que quelqu'un va se dire tiens. Ouais, mais comme il y a 20 ans avec les femmes, si je puis me permettre. Complètement, sans doute. C'est passé par là aussi, vous l'avez très bien dit. Moi, j'ai changé d'avis les années allant sur la parité. J'étais pas très chaude à 20 ans. Et puis, en toute sincérité, je serais jamais là où je suis si j'avais pas eu des quotas et des obligations. On va pas se mentir. Oui, bien sûr. Donc, il y a aussi un sujet de... Maintenant, on commence à voir des papiers, voire des études sur ce qu'apporte la féminité en matière de gouvernance, à quel point les boîtes qui sont dirigées par des femmes surperforment. J'attends les mêmes études aussi sur les personnes handicapées. Il y a toujours ce côté un peu poids, alors que profondément, et pour ceux qui l'ont fait dans leur vie, c'est une immense richesse, une personne handicapée. Ça t'amène... vraiment le changement de regard dans la boîte et pour la boîte. Et donc, dans la conception de certains shift, produits. On ne peut pas le faire tout seul. Oui, complètement. Je reviens sur du coup ce qui pourrait, à votre sens, changer les choses. Vous voulez peut-être réagir, soit Daniel, soit vous, Nathalie? Oui, et puis ce qui pourrait changer et qui rejoint une partie des questions qui sont posées, je vois, est-ce que l'inclusion va de pair avec la question de la performance? Ça, c'est souvent une question qu'on a sur le fait de dire oui, mais est-ce que la question sociale va avec la question économique? Et ben oui,
Oui. Pourquoi? Parce que si on change effectivement la question du regard, si on n'est pas dans une logique de recrutement qui est uniquement une logique de recrutement CV, et qu'on est en lien avec la personne, les choses changent. Pourquoi je dis ça? Et ça revient avec mes propositions. C'est que de notre côté, on a aussi mené des programmes avec des personnes donc, qui sont éloignées de l'emploi, qui sont dans ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, et qui retrouvent un emploi, mais qui peu de temps après revenaient. Donc on se dit un peu quand même dommage de faire tout ce travail-là et finalement de ne pas être dans l'emploi durable. Donc on s'est posé un certain nombre de questions et on s'est dit, mais finalement, ce qui nous manque, c'est cette question de la médiation active, c'est-à-dire du lien entre ces structures d'insertion avec l'entreprise. Parce qu'on a un enjeu d'employabilité des personnes, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, mais il y a aussi un enjeu d'employabilité. Pourquoi? Parce que souvent les entreprises nous disent, oh là là, mais moi quand même j'ai un vrai problème, j'arrive pas à recruter, les gens ils veulent pas bosser, j'ai pas les compétences qu'il faut sur le territoire, etc., etc. Et quand on travaille en fait avec elles et qu'on leur dit, bah, sur votre CV en fait vous cherchez un peu le mouton à 5 pattes, ou est-ce que vraiment du côté de ces compétences et de cette façon de faire, etc., et qu'on présente des candidats et surtout qu'on sécurise aussi l'entreprise pour dire, bah, on va faire un travail conjoint d'accompagnement avec bien évidemment l'implication totale de la personne concernée. Eh bien ça fonctionne, c'est-à-dire que la question des immersions en entreprise, la question de travailler sur les modalités de recrutement, sur les modalités d'intégration, encore une fois, c'est pas des choses énormes, c'est des petites choses et ça rejoint la question de la formation, parce que très souvent on dit ah ben non ça fonctionne pas, mais ça fonctionne pas parce que est-ce qu'on s'est vraiment donné les moyens, y compris je dirais en population générale. Ça rejoint les conditions de travail et la façon dont on crée un environnement qui est incluant, je dirais, mais pour n'importe qui. Oui, et on revient sur la question de la bonne volonté aussi de là ou du dirigeant d'entreprise, de vouloir véritablement changer à un moment son process de recrutement, qu'est-ce qu'un talent pour l'entreprise, voilà. Oui, mais aujourd'hui, l'entreprise se trouve face à quelque chose où elle est justement, et tant mieux, obligée de changer, et on espère que ça arrive d'autant plus, parce que d'abord, elle a un problème de recrutement, et deuxièmement, elle a aussi des salariés qui commencent à pousser, vous l'avez dit, et qui commence à dire on peut faire les choses autrement. Et que cette question de la diversité ou de comment on fait pour inclure, c'est aussi, non pas, entre guillemets, encore une fois, le poser comme un dogme. Il faut se donner des objectifs, il faut pouvoir y arriver. Et effectivement, les notions de carotte et de bâton sont toujours extrêmement importantes parce que parfois, il y a des choses qu'on n'arriverait pas. Mais cette pédagogie pour effectivement montrer dans les modalités de recrutement par quelle boîte on passe tout le temps pour recruter, par quel vecteur de site internet on passe tout le temps pour recruter les personnes. Et bien sûr qu'il y a aussi un enjeu, et c'est ce qui est en train de se faire avec tout ce qui est Pôle emploi et la réforme en cours de France Travail dans la façon dont on interconnecte les personnes. Je prends une question au vol parce qu'elle rejoint aussi ce qu'on est en train de se dire là. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire concrètement? Et la question, là, elle est bien posée, c'est de dire, voilà, il y a des tensions inégalitaires, elles peuvent naître d'inégalités salariales, de manque de considération en termes de gouvernance de la vie des salariés, des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'entreprise de demain soit peut-être plus juste, plus responsable, voilà. C'est vraiment la responsabilité du dirigeant de veiller déjà en interne à ce qu'il y ait le moins d'inégalités. Et d'ailleurs, il y a un sujet qui est bien posé là, qui est celui de la participation à la décision. On n'est plus aujourd'hui à une époque où le patron décide de tout et l'impose. C'est évidemment au patron de prendre la responsabilité des décisions, c'est au patron de donner les impulsions, c'est au patron également de veiller au respect de la stratégie. Nous sommes en train de travailler actuellement sur notre futur plan stratégique 2024-2027, qui s'appelle d'ailleurs « Ensemble, performant, solidaire ». Nous avons questionné l'ensemble de nos collaborateurs. 78% des collaborateurs ont apporté des réponses. Alors 78% de collaborateurs qui répondent, vous ne traitez évidemment les réponses qu'avec de l'intelligence artificielle, c'est ce que nous avons fait. Mais nous en avons vraiment tiré des enseignements qui nous ont permis de mieux construire ce plan stratégique pour qu'il corresponde aux attentes des salariés. Mais savez-vous, quel a été le premier point qui est ressorti ? C'est que nous devons toujours être plus utiles pour nos clients. Ce qui prouve que le bon sens, une entreprise doit évidemment être utile pour ses clients, et nos salariés nous le redisent.
Et ce sont eux, puisque sur les 75 000 salariés, les 2 tiers sont en contact direct avec la clientèle, qu'ils comprennent bien. Ce qui nous permet ensuite à nous, dirigeants, à nous, managers, d'être encore plus forts dans les mesures que nous mettrons en œuvre ensuite. On parle également des inégalités salariales. Ça, c'est un point sur lequel il faut être très vigilant. Dans une entreprise comme la nôtre, on privilégie les augmentations générales plutôt que les augmentations individuelles. Il n'y a pas de prime de performance commerciale. C'est un choix que nous avons fait il y a maintenant quelques années et nous en sommes extrêmement fiers. Et puis on parlait tout à l'heure d'handicap, on parlait d'inégalité, on parlait d'inclusion. L'inégalité entre les femmes et les hommes, dans beaucoup d'entreprises, c'est une réalité. Beaucoup de chefs d'entreprise essayent de tourner autour du pot. Nous avons fait l'an dernier une étude précise, cas par cas, avec vraiment des comparaisons. Et je le reconnais, il y avait un écart entre les femmes et les hommes. Et vous imaginez bien entendu dans quel sens. Nous avons immédiatement mis en œuvre le budget pour compenser ça et pour remettre tout le monde à égalité. Mais c'est une décision que nous avons prise parce que, en tant qu'entreprise à mission, qui veut lutter contre toute forme de discrimination, on doit regarder, Madame la Ministre parlait tout à l'heure de chiffres, pour voir les réalités, il faut voir les réalités et traiter les réalités à partir de ça. Je vous trouve très compatible avec le mouvement Impact France, cher Daniel. Et je dirais même plus que c'est... En fait, je pensais que cette régularisation en termes d'écart salarial se faisait automatiquement compte tenu de l'index égalité femmes-hommes, mais en fait, non. J'aimerais bien que les entreprises où ça se fait automatiquement C'est ça. Mais vous l'avez fait et je trouve ça plutôt admirable, donc je pense que ça peut s'applaudir. Avec maintenant un objectif, ne plus avoir de décalage. Oui, c'est ça. Et ça, c'est l'objectif qu'on est manager et les responsables de ressources humaines. Je pense que toutes les entreprises qui ont des écarts salariaux importants devraient peut-être faire de même. Sur cette question des conditions de salaire et de la répartition, on a effectivement un vrai sujet. Quand on voit qu'on a quand même 1,2 million de travailleurs pauvres qui n'ont pas les moyens de rester dans leur logement ou de pouvoir accéder au logement, c'est une vraie question. C'est-à-dire que vraiment la façon dont on conçoit cette répartition des richesses et comment des métiers que pourtant à un moment donné on a qualifiés comme étant essentiels sont aujourd'hui quand même extrêmement précarisés sur le temps de travail et sur les modalités de rémunération, ça fait partie d'une entreprise juste, ça fait partie des impacts qui sont réels sur toute la chaîne ensuite de logement, de capacité d'éducation, etc., etc. Vous savez, ce matin, j'étais mobilisée parce qu'aujourd'hui, on a sorti un baromètre avec l'UNICEF, il y a quand même 2000 enfants qui dorment à la rue en France. Parce qu'on a un vrai problème. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a l'impact de l'inflation, parce qu'on a aussi des salaires qui sont bas, parce que les gens qui sont dans l'hébergement ne sont pas uniquement des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui travaillent, et parce que dans ces gens-là, il y a aussi des personnes immigrées. Des personnes immigrées qui travaillent, qui ont des papiers, et aussi des personnes qui travaillent et qui sont sans papiers. Et en France, ici, on a un tabou, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à poser sur la table que l'accès au séjour des personnes qui travaillent dans les entreprises, qui travaillent dans vos entreprises, qui nous servent nos repas au restaurant, sont des personnes qui pourraient contribuer à la société et qu'il faudrait qu'on arrête de maintenir dans la précarité. Donc ça, c'est aussi l'économie juste. On cite souvent l'exemple du Café Joyeux, qui est un super exemple, qui est aussi, je crois, membre du mouvement Impact France. Il nous reste quelques minutes ensemble. Je sais que la plupart de l'audience est triste. Je le vois, je le ressens. Je partage cette tristesse. La dernière chose, les derniers devoirs de vacances que je vous ai demandé, c'était de savoir... alors attendez, je vois des questions qui s'affichent. Votez pour votre propre... Votez pour les propositions qui ont été faites. Alors... Voilà, je vais vous demander, dans quelques instants, est-ce qu'on peut l'enlever ? Merci beaucoup. Nos invités vont proposer à la ministre des choses qui les importent, qui leur donnent envie peut-être que ça bouge. Donc je leur ai demandé de réfléchir à des recommandations. Iman, tu veux démarrer ? Oui, je l'ai annoncé tout à l'heure, mais c'est comme je disais, parfois il suffit d'une offre d'emploi pour changer complètement la trajectoire d'un jeune. Et moi, j'ai été boursière échelon 7 et un stage à Radio France m'a lancé ensuite dans toute ma carrière et a fait certainement que je suis ici aussi. Et ça, c'est parce que c'est un groupe qui s'engage. Donc moi, ma proposition est la suivante, instaurer des quotas de boursiers dans les recrutements de stagiaires et d'alternants. Dans un groupe comme EDF que j'ai cité tout à l'heure, c'est quand même 10 000 alternants par an et ça peut véritablement changer les choses.
Je le disais sur Crédit Mutuel, c'est presque 41% de mémoire oui, tout à fait. de stagiaires alternants qui ont été pris dans les quartiers zones rurales. Donc on voit qu'il y a des modèles à suivre, vous en faites partie, EDF aussi. Et si finalement chacun fait sa part, on va pouvoir y arriver, normalement. C'est simple, c'est de la politique RH, ça peut se faire dès la rentrée. Donc si chacune de ces grosses entreprises, chacun de ces grands groupes qui recrutent des dizaines et des milliers de jeunes par an, ça peut véritablement changer les choses. Madame la ministre, qu'est-ce que vous en pensez de manière très rapide? Il nous reste à peine 5 minutes. Sur les trois ou sur celle-ci déjà? Puisqu'on parle d'inégalité, moi je trouve que cette idée elle est très bien, mais que c'est dommage de la circonscrire uniquement aux grands groupes qui ne représentent pas 98% des entreprises françaises, contrairement aux PME. Ah bah allons-y alors. Non, mais c'est aussi un tropisme. Attention, vous l'avez très bien dit. Je pense que c'est Ivan facile de voudra pas faire de reproduire jaloux. des inégalités. Non, mais c'est facile de reproduire des inégalités. Les grands groupes, ils intègrent, ils font beaucoup d'alternants, mais les PME aussi. Bon. Et donc, on a parlé du handicap, par exemple, comme un sujet de richesse et de mutation pour les entreprises. Pourquoi il y aurait que les grands groupes qui en bénéficieraient? Donc moi, je suis pour l'inclusion des PME dans votre proposition, parce que beaucoup de PME embarquent des stagiaires et des alternants. Énormément d'entre eux, patrons de PME, ont des sujets de recrutement. Énormément d'entre eux sont d'ailleurs des gens, plus que dans les très grands groupes, qui n'ont pas forcément fait Bac+5 et qui ont, pour certains d'entre eux, des handicaps visibles ou invisibles. Donc je ne réserverai pas cette bonne idée uniquement aux grands groupes et je l'élargirai aux entreprises tout court. Bon, pas mal. Magnifique. Toute la France. Tu visais les grands groupes. Tout le monde recrute. C'est national. Nathalie, votre proposition? Alors ma proposition, c'est aujourd'hui on est dans un contexte de plein emploi, entre guillemets, ou en tout cas on avance vers la logique de plein emploi avec une réduction quand même importante du chômage, donc on ne peut que s'en réjouir. En revanche, l'inquiétude qu'on a, c'est de penser, encore une fois, que ça va résoudre et qu'on n'aura pas besoin d'un certain nombre d'appuis et d'aides. Et donc, c'est développer l'insertion par l'activité économique, mais c'est surtout maintenir et investir dans les liens entre les associations qui accompagnent des publics plus en difficulté et les entreprises, notamment sur des programmes, comme je l'ai dit, comme SEV, comme Travail Alternatif Payé à la Journée, qui sont des vrais lieux de partage et de possibilités. Parce que, comme on l'a dit, les quotas, c'est bien, mais si on ne fait pas la pédagogie, si on ne fait pas les actions concrètes pour que ces mondes se rencontrent, eh bien, on aura toujours des portes qui sont fermées pour un certain nombre de personnes qu'on va laisser à l'extérieur et donc sur lesquelles on va creuser les inégalités. Donc le plein emploi solidaire, votre recommandation. Et je vais laisser finir Daniel parce que comme ça, Madame la Ministre, vous pouvez rebondir sur les... Comme vous voyez les résultats, j'espère que vous ne vous laisserez pas influencer par le vote du public. Madame Grégoire? Non. C'est pas votre genre. Je vais juste revenir sur le sujet que j'ai abordé tout à l'heure, qui est celui du dividende social, du dividende sociétal et ou environnemental. On a beaucoup parlé, et notamment il y a eu des débats publics récemment sur les sujets de partage de la valeur. Pour nous, le partage de la valeur, ce n'est pas uniquement le partage de la valeur entre l'actionnaire et les salariés. Bien sûr, les salariés doivent avoir largement leur participation au fruit de leur travail, hein, y compris par les phénomènes d'intéressement de participation qui viennent en plus des salaires. Mais il nous a semblé nécessaire qu'on aille au-delà et qu'on partage avec la société, avec des actions qui sont définies, notamment pour permettre, et c'est vraiment un sujet majeur aujourd'hui, d'accélérer dans la transition environnementale, dans la transition écologique, et également d'être acteur clairement de la solidarité. Entendu, donc un partage des richesses. Donc ma proposition, c'est d'inciter un maximum d'entreprises à faire également cette démarche, grande et petite. Dividende sociétal et écologique. Avant de voir vos votes, vous pouvez voter en parallèle pour les 3 recommandations. Madame la Ministre, votre préf, comme on dit. Bon, les 3 sont de belle qualité, donc je suis balance, moi, j'aime pas trop choisir. Vous voulez que je vous aide? Non, mais je vais... 2 réactions. Le plein emploi solidaire en développant l'IAE, oui. L'IAE, et j'en profite pour saluer Thibaut Guilly, le haut-commissaire, on a quand même fait beaucoup de progrès ensemble en la matière depuis quelques années.
j'aurais peut-être injecté des moyens, parce que moi j'adore les déclarations, réussir le plein emploi solidaire et l'insertion des personnes handicapées, je signe maintenant, mais après j'aime pas la langue de bois, donc je me dis par quels moyens. Et je pense que, ce qui étonnera pas ceux qui m'ont déjà entendu ici, on a un énorme jeu d'innovation sociale. Et ici, vous en faites. Et je crois au contrat à impact. Je crois à l'inventivité. Et je crois que l'État, vous l'avez dit autrement, mais parfois n'est pas le meilleur pour faire certaines choses. L'État central, l'administration. Il y a des sujets sur lesquels on est mauvais. Et il y a des sujets sur lesquels les assos sont bien meilleurs que nous en matière d'intermédiaires. Et je suis pour le principe des contrats à impact que j'avais développé et que je vais continuer à développer, voire à massifier. Que sur certaines problématiques où les associations sont plus à la pointe et plus efficaces que l'État, on fasse des contrats à impact, c'est-à-dire tripartis, où avec des investisseurs, on laisse les assos faire et à l'aune de la performance sociale, environnementale, économique, eh bien on rémunère ensuite, à l'aune des résultats, les associations. Ça a chamboulé un peu en 2020-2021 quand j'en parlais beaucoup. On en a fait 60 millions en quelques années. Il y a des sujets sur lesquels ça marche très bien. Et je trouve qu'on n'est pas assez nombreux à pousser l'innovation sociale. Donc oui, sur le plein emploi, moyen, y aller beaucoup plus fort sur les contrats à impact, sur les incitations claires. Alors, moi j'assume toujours ce que je suis et ce que j'ai écrit. J'ai écrit un bouquin en 21 et je suis le petit être humain avec un autre qui a imaginé le dividende salarié. Donc je suis pas très loin de vous. J'ai pas toujours été très suivi dans la majorité sur ce sujet, même si on a repris un truc qui ressemble pas très loin pour faire descendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui font des bénéfices consécutifs depuis 3 ans. Ce qui concerne accessoirement 1,5 million de salariés qui vont bénéficier de partage de la valeur dans les PME, parce qu'il n'y a pas que les grands groupes, vous voyez, c'est un sujet de justice aussi. Énormément de participation et d'intéressement dans les grands groupes, peanuts dans les PME, c'est pas juste. Il n'y a pas les gentils salaires et les méchantes primes. Hein. Tout ça, ça fait du pouvoir d'achat. Et les PME, il faut qu'ils en aient aussi. Donc, moi, je suis pour, mais créer des incitations claires, c'est là que se cache le vice. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, attendez, parce que je vous sens... d'impôt, je suis pas favorable. Je vous sens repartir sur une deuxième conférence. Et normalement, on a fini depuis 1 minute 23. Ouais, mais c'est pas grave. 24. C'est l'avantage du ministre. Hein, je vous mets 2 minutes en retard, vous m'excuserez. Déjà, 2 minutes, c'est pas beaucoup. Mais, non, mais sinon, après, je peux vous faire comme certains. Oui, je suis d'accord à tout. Merci, bonne journée. Sur les incitations claires, moi, je crois beaucoup à la démarche volontaire. Oui. Et je crois que c'est pour ça que je voulais pas de crédit d'impôt sur les sociétés à mission. Vous voyez, quand je l'ai fait dans la loi Pacte. C'est pas parce que je voulais pas les soutenir, c'est parce que je pense que soit on le fait avec le cœur, avec les tripes de la boîte, soit on le fait pour aller chercher un crédit d'impôt. On s'en recausera sûrement. Mais je crois beaucoup à la sincérité, à l'authenticité de la démarche. Vous n'avez eu besoin de rien, et certainement pas de l'État, pour le faire et pour le déployer. Magnifique. Alors, vous pouvez applaudir déjà nos panélistes. Merci. C'est très timide, hein. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Ouais, je n'entends rien. 3 choses. Déjà, on va regarder vos résultats pour voir qu'est-ce qui vous a conquis, chers amis. Eh bien, écoutez, cette idée, cher monsieur, de votre incitation claire permettant de générer des dividendes sociaux ou sociétaux, eh bien, ça a conquis le public à hauteur de 51,61%. Ça s'applaudit aussi. Je pense que ça s'applaudit. C'est une chouette démarche et je pense qu'elle fait une boucle formidable aussi avec ce thème de la conférence sur une société plus juste et comment finalement les bénéfices, les dividendes de l'entreprise servent aussi à un moment à investir dans l'avenir. Donc déjà, merci pour votre participation. La deuxième chose que je voulais vous dire avant que tout le monde s'échappe, sachez qu'on a une chance inouïe d'avoir ces universités d'été pour réfléchir à ce que demain pourrait être en mieux. Alors je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour les équipes organisatrices qui sont au four au moulin. Pour tous les bénévoles, pour toutes les personnes engagées dans le mouvement Impact France, pour toutes les personnes de l'ombre aujourd'hui, bénévoles, partenaires, personnes engagées, dirigeants d'entreprise, les ministres qui viennent mouiller le maillot, dire des choses justes et vraies, qui peuvent changer notre futur en mieux. Donc merci à vous tous, merci pour votre écoute, votre passion. Il y a plein de questions qu'on n'a pas pu prendre, mais je suis sûr que vous allez continuer à papoter. Profitez, changez le monde, ça commence aujourd'hui.